toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver si nombreuses et nombreux ce soir. C'est, on va dire, le premier épisode de la deuxième saison de l'Académie socialiste, qui a été lancé il y a un an à l'impulsion de David Assouline, qui nous a demandé à Colombe Brossel et moi de réfléchir à une sorte de format de formation qui puisse convenir au maximum de camarades et qui puisse nous permettre à la fois de transmettre une mémoire collective et en même temps de transmettre des clés de compréhension de l'actualité et des grands enjeux du moment. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de cette deuxième saison, on a décidé de faire les deux en même temps, à la fois de profiter de ce temps-là, principalement historique, et qui sera l'intervention du camarade Pascal Joseph sur 100 ans, 115 ans, 117 ans de Parti socialiste, et comment les grands questionnements historiques, politiques, stratégiques et d'incarnation ont pu être tranchés, notamment à l'occasion de certains congrès. Mais un congrès, c'est jamais un moment hors sol, c'est toujours un moment qui vient s'ancrer dans un temps politique, dans un temps historique, dans un temps institutionnel. Et c'est pour ça que la formation que nous proposera Pascal et qui sera absolument passionnante. Oui, mais moi je l'ai déjà dit. C'est pour ça que cette formation n'embrassera pas que exclusivement la question du congrès. Avant cela, l'idée c'était aussi de se caler dans le contexte de notre parti, et finalement cette date elle tombe à pic parce que hier il y a eu un conseil national du Parti socialiste qui a décidé du lancement de la procédure de congrès, et il nous a semblé opportun du coup à cette occasion-là de faire un bref rappel de qu'est-ce qu'un congrès, pourquoi un congrès, avant finalement que Pascal puisse dérouler la partie historique. Alors, je vais faire, je pense que j'en aurai pour une dizaine de minutes, ce bref aperçu du fonctionnement d'un congrès, dressé de manière, on va dire, très lâche et très impressionniste, les statuts actuels du parti et quel est le sens d'un congrès vis-à-vis de ces statuts. J'espère que ce sera le plus clair possible, mais c'est toujours difficile d'essayer de synthétiser et de rendre un peu vivant des textes juridiques qui font une cinquantaine de pages et qui se lisent en article 4.2.1.2.1, lequel fait un renvoi à l'article 3.5.4.2, etc. etc. Voilà, donc c'est d'abord ça, une dizaine de minutes. A priori, ça ne suppose pas forcément une longue phase de questions-réponses pour qu'ensuite on puisse avoir le temps d'écouter Pascal et puis ensuite d'échanger avec lui. Alors, sur le fonctionnement du parti, d'abord rappeler une chose, c'est que si notre parti, aujourd'hui, il a 117 ans d'ancienneté, sous l'appellation SFIO, et puis depuis 1969 sous l'appellation Parti socialiste, c'est parce que ça n'est pas le parti d'un homme, c'est le parti d'une idée, c'est le parti d'une idée collective, et qui dit le parti d'un collectif, le parti à la base d'une classe sociale, dit qu'il faut des règles claires pour encadrer le fonctionnement, pour donner de la légitimité aux idées qui sont portées par ce collectif, aux personnes qui incarnent à un moment donné de l'histoire de ce parti
ce collectif. Et donc, c'est extrêmement important, c'est le cœur de la longévité du Parti socialiste, c'est le fait que la légitimité de ses chefs repose sur un fonctionnement démocratique, lequel fonctionnement démocratique repose sur des textes qui eux-mêmes ont leur propre légitimité. Donc, comme un système institutionnel démocratique, finalement. Et vous allez voir, là, dans les quelques minutes, je vais filer un certain nombre de métaphores. Donc, la première chose à savoir, c'est quels sont les textes, aujourd'hui, qui régissent le fonctionnement du Parti socialiste. On a d'abord la déclaration de principe. La déclaration de principe, c'est un texte qui tient sur, on va dire, une affichette et qui a peut-être 15-20 articles qui rappellent les grands principes fondamentaux du Parti socialiste, les valeurs que les militants socialistes sont censés défendre. Et donc, c'est en quelque sorte la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le préambule de la Constitution. Donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946, qui sont aujourd'hui dans notre système politique, ils ne vont pas régir les rapports entre les différentes instances, mais ils sont le socle de valeurs qui rassemble les citoyens français. Bon. C'est la déclaration de principe. Ça existe, c'est pas forcément ce qu'on connaît mieux, mais c'est le sens de la déclaration de principe. Ensuite, il y a les statuts. Les statuts, ils organisent le fonctionnement, les rapports entre les différentes instances démocratiques du parti. Et donc, si on doit le comparer, on peut dire que c'est la Constitution. La Constitution, c'est comment on élit le président de la République, comment on élit l'Assemblée nationale, comment on désigne le gouvernement, les relations entre les uns et les autres, et puis les contre-pouvoirs, et puis le Conseil constitutionnel, etc. etc., etc. Bon. Donc, ça, c'est les statuts du Parti socialiste. Et puis, en dessous, il y a les circulaires. Les circulaires qui sont adoptés par le Conseil national ou le Bureau national, je reviendrai après, qui viennent à un moment donné dire, bon ben voilà, aujourd'hui, il y a, mettons, la désignation pour les élections législatives, voilà le calendrier, voilà les principes, voilà à quelle date on doit avoir adhéré pour pouvoir voter, etc., etc. Et donc, on rentre plus dans le détail, ce sont les circulaires, et qui ont pour légitimité, qui viennent donc réglementer précisément un moment politique qui souvent est un moment politique tendu, et donc tout moment politique tendu doit avoir des règles qui sont particulièrement claires, parce que c'est ces règles claires qui permettent de cadrer le débat et d'éviter que le débat déraille. Donc les circulaires, elles servent à ça, et elles sont adoptées par les instances décisionnaires démocratiquement désignées au moment du Congrès, qui sont le Bureau national, Conseil national, et au niveau de la Fédération, Bureau fédéral, Conseil fédéral. Donc ça, c'est pour les textes. Après, s'agissant de l'organisation du parti, il y a, même chose, il y a une forte analogie avec le fonctionnement institutionnel de la Ve République. En fait, c'est bon, oui et non. C'est-à-dire que il y a une dose du présidentialisme de la Ve République à travers l'élection au suffrage universel direct du premier secrétaire national fédéral et du secrétaire de section. Et il y a une dose importante de parlementarisme à travers le fait que pour pouvoir exercer ce premier secrétaire des échelons, il doit s'appuyer sur une majorité politique désignée au suffrage universel des militants à la proportionnelle intégrale. J'y reviendrai plus précisément. Donc, on dose un peu des deux systèmes et d'ailleurs, le fait qu'on ait donné plus de place au suffrage universel direct dans la désignation de nos instances signifie aussi la perforation de la Ve République
au sein du Parti socialiste, là où pendant très longtemps, on était très réfractaire, c'était le coup d'État permanent, on était très réfractaire à ce mode de fonctionnement-là, et puis finalement, aussi à la... Donc, 3 niveaux, niveau national, niveau fédéral, niveau de la section. Le niveau national et le niveau fédéral départemental fonctionnent exactement de la même manière. Vous avez un premier secrétaire national et un premier secrétaire fédéral qui sont élus, dans le cadre du Congrès, au suffrage universel direct des militants. Voilà. Sur leur nom. Ils incarnent un texte d'orientation, mais ils sont élus sur leur nom. Première chose. À côté de ça, ce que je disais tout à l'heure, ils doivent, pour gouverner, s'appuyer sur une sorte d'instance parlementaire qui est élue, elle, au suffrage universel direct aussi, mais proportionnel. Et donc, ça, c'est le Conseil national et le Conseil fédéral qui sont renouvelés, eux, à chaque congrès. Un congrès, ça sert à ça. Ils sont renouvelés à chaque congrès sur la base des textes d'orientation. Et donc, les textes d'orientation qu'on propose au vote des militants sont une orientation politique sur le fond. Qu'est-ce qu'on veut du Parti socialiste, la vision internationaliste, la vision de l'Europe, la vision de l'État, la vision de la décentralisation, etc. Voilà. Et puis, une vision aussi du fonctionnement du parti. Voilà, il faudrait plus le décentraliser, au contraire, machin, enfin, voilà. Et ce sont des orientations politiques qui sont rédigées dans des textes, qui sont envoyés aux militants, et ces textes d'orientation, c'est les textes sur lesquels on vote, et s'il y a un texte d'orientation 1 qui fait 40% au niveau national, il aura 40% des places au Conseil national, et 40% des places aussi au Bureau national. Et alors, il y a juste une petite subtilité, c'est que à ces deux échelons, national et fédéral, il y a Conseil national, Bureau national, Conseil fédéral, Bureau fédéral. La subtilité entre les deux, c'est que le Conseil national, il a plusieurs centaines de membres, le Bureau national, il a moins d'une centaine de membres, et donc il peut matériellement se réunir toutes les semaines pour prendre des décisions politiques plus régulières, là où le Conseil national, il se réunit tous les 3 mois. Bon. Mais ils sont désignés de la même manière, c'est-à-dire à la proportionnelle. Donc, le TO1, il fait 40%, le TO2, il fait 30%, le TO3, il fait 20%, et le TO4, il fait 10%. On arrive à 100% ou... Non, on arrive à 100%. Donc, voilà. Et donc, on compose après, comme ça, les instances nationales et fédérales. Et donc, il y a le premier secrétaire et à côté l'assemblée délibérante. Une subtilité. Une autre. Pour l'instant, tout le monde me suit. Lors d'un congrès, on vote d'abord pour les textes d'orientation et ensuite pour les premiers secrétaires. Continuer l'analogie avec les institutions, on n'a pas fait l'inversion de notre calendrier. C'est-à-dire qu'on vote d'abord pour l'orientation politique, et une fois que les militants ils ont voté pour l'orientation politique, derrière, ils votent pour l'incarnation. Et aujourd'hui, seuls peuvent se présenter au suffrage des militants les 2 premiers signataires des 2 textes d'orientation arrivés en tête. Donc, dans le schéma que je donnais tout à l'heure, le TO1 et le TO2. Et donc, on a un vote final
entre ces deux premiers secrétaires. C'est clair? Ok. Sachant que, évidemment, il peut y avoir cette répartition au niveau national 40, 30, 20, 10, mais dans la fédération de l'Ain, il y a une répartition qui est complètement différente. Donc, les instances fédérales dans l'Ain, le rapport de force peut être complètement différent. Il peut y avoir 10% pour le TO1, 20% pour le TO2, 30% pour le TO3, 40% pour le TO4. Et bien, les instances fédérales seront composées à la proportionnelle des voix décomptées dans la fédération. Et donc, pourront se présenter au poste de premier secrétaire fédéral les représentants des deux textes d'orientation arrivés en tête, donc le TO3 et le TO4. Voilà pour les grandes lignes du fonctionnement au niveau fédéral national. Au niveau des sections, ça fonctionne à peu près de la même manière, à la différence que, à la seule différence que il n'y a pas cette différence entre bureau national et conseil national. Il y a une commission administrative qui est élue en même temps, au moment du vote des motions, des TO, pardon, des textes d'orientation. Au moment du vote des textes d'orientation, en même temps que vous votez pour une liste au national, au fédéral, vous votez pour une liste aussi au niveau local, et derrière, la répartition au sein de la commission administrative se fait à la proportionnelle des motions telles que décidées par les militants locaux. Voilà. Mais on ne fait pas cette distinction entre, parce qu'au niveau de section, ce serait absurde de rajouter encore une instance intermédiaire. Bon, voilà. Donc c'est un peu, voilà, c'est comme ça que fonctionne globalement le parti, les instances du parti, et puis à côté de ça, il y a des instances de contrôle, voilà, donc, qui sont au niveau fédéral et au niveau national, qui permettent de contrôler les comptes, qui permettent de contrôler les flux d'adhésion, qui permettent, bon, c'est les deux principales, et puis qui permettent de régler les conflits. Voilà. Et donc, qui sont elles aussi composées aux différents échelons, pas au niveau de la section, à la proportionnelle des votes et des textes d'orientation. Donc ça, c'est pour l'organisation du parti, et à travers ce bref exposé sur l'organisation du parti, j'ai abordé le rôle et le fonctionnement du Congrès, hein, la manière dont il joue dans le renouvellement des instances, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, et je reviens à ce que je disais au tout début, un congrès, il vise à renouveler l'orientation politique du parti au niveau national, au niveau fédéral, au niveau local, à renouveler ses instances décisionnaires, que ce soit le ou la chef ou l'assemblée délibérante, on va dire, de manière démocratique. Et c'est ça qui est la garantie de la longévité de notre parti. C'est ça qui fait que notre parti, contrairement à d'autres, ne repose pas uniquement sur la domination charismatique d'un homme et qui donc s'effondre en même temps que l'homme ou la femme providentielle, mais c'est ça qui fait qu'il y a du collectif et que ce collectif incarne une idée parce que nos statuts, ils nous dépassent tous, parce que ces règles et ces principes-là dépassent tous nos dirigeants. Et c'est assez beau quand on va à Solferino, à Ivry maintenant, et qu'on voit voilà, la succession de premiers secrétaires au fil de ces décennies. On voit que il y a des grands hommes et une grande femme. Martine Aubry, je crois que oui, c'est ça. Hein, bon. Mais qui
qui finalement se sont transmis cette idée-là au fil des siècles et nous ont permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Donc, deux principes. Un, la force de la représentation proportionnelle. Ça, c'est important. Mais cette force de la représentation proportionnelle qui, non plus, ne vient pas entraver la capacité à faire émerger des majorités qui sont capables de décider, qui sont capables de faire des choix politiques, d'orientation politique. Un. Deuxième principe, tous les choix de personnes sont adossés sur une orientation politique, sur un texte d'orientation qui est la base du corpus idéologique du parti à un moment donné. Voilà. Et du coup, pour conclure, on a donc le calendrier de ce congrès qui a été voté hier en Conseil national et qui est, on va s'écrire là. Donc, on avait hier le Conseil national de convocation du congrès. On a le mardi 8 novembre le Conseil national de dépôt des contributions générales. Alors, les contributions générales, c'est la phase de contribution générale, et c'était ça que j'avais oublié de dire. La phase de contribution générale est la phase qui précède la phase des textes d'orientation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des militants qui décident de se réunir autour de textes, voilà, d'orientation politique, qui les signent, donc qui montrent qu'il y a un rassemblement, une dynamique ou pas, ou bien qui veulent aller défendre un sujet plus de niche et le faire exister dans le cadre du congrès. Ensuite, ces textes-là ne sont pas soumis au vote des militants. C'est une sorte de d'échauffement. Merci, parce que j'avais en tête une autre image. C'est une sorte d'échauffement, mais qui est très important parce que les textes d'orientation qui, derrière, vont être présentés aux militants peuvent être le fruit de fusion, de rapprochement, de premières discussions entre les différents représentants de ces contributions générales qui aboutissent à des textes d'orientation qui viennent déjà incarner un espace politique au sein du parti. Donc, dépôt des contributions générales et subtilité dans la subtilité, vous recevrez aussi beaucoup de textes qui sont des contributions thématiques. Alors, les contributions thématiques, on peut en déposer sur des sujets thématiques qui nous intéressent, sur lesquels on a travaillé dans le cadre d'une section avec des copains, machin, etc., etc. Donc ça, il y en a beaucoup qui tournent, c'est très intéressant, et ça participe de la vie intellectuelle du parti, et ça fait phosphorer les gens entre eux, etc. etc. Bon. Mais le vrai objet important de cette phase-là, ce sont les contributions générales. Donc arrive le Conseil national de dépôt des contributions générales, donc un Conseil national qui enregistre ces contributions générales. Donc ça, c'est le 8 novembre. Ensuite, le 26 novembre, entre le 8 novembre et le 26 novembre, il y a ce qu'on appelle un Conseil national de synthèse, c'est-à-dire qu'il y a dans cette phase-là une phase de recherche d'une synthèse générale, et en l'absence de synthèse générale, donc un seul texte unique soumis au vote des militants, il y a, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du parti, donc c'est purement théorique. Et ben ok. D'accord. Ok. Je ne savais pas, mais c'est arrivé à une. Donc, en l'absence de synthèse, il y a plusieurs textes d'orientation qui sont là
présentées au vote des militants. Et donc, il peut y avoir plusieurs contributions générales qui fusionnent entre elles pour donner plusieurs textes d'orientation à la fin. Et il y aura des exemples derrière qui seront donnés par Pascal dans sa présentation. Les contributions thématiques, elles servent à faire vivre le débat. Vous voulez déposer une inspection? Alors, juste, il y aura ce que je disais tout à l'heure, là on a voté. Les constitutions, enfin tout ce qui est thématique, c'est les signataires, il n'y a pas de vote. Oui. C'est le même calendrier. C'est de toute façon une précision avant d'aller au bout du calendrier. Tout ça sera précisé par une circulaire qui rappellera toutes les règles d'organisation, d'ancienneté d'adhésion, etc., qui vous seront envoyées par la newsletter nationale, qui vous seront envoyées par la newsletter fédérale, qui vous seront envoyées par votre secrétaire de section. Donc, il y aura, normalement, vous recevrez en tant que militant beaucoup d'informations sur ce sujet-là. Donc, voilà. Il y aura ensuite, du 26 novembre au 12 janvier, il va y avoir donc un mois et demi, alors entrecoupé évidemment de vacances. Il va y avoir un mois et demi, ce sera un temps de débat entre les différents textes d'orientation soumis au vote. Et donc, il y aura le 12 janvier, jeudi 12 janvier, le vote sur les textes d'orientation. À un moment important, le jeudi 12 janvier. S'en suivront des congrès fédéraux. Et puis, le jeudi 19 janvier, l'élection du ou de la première secrétaire du parti, jeudi 19 janvier. Donc vous voyez, d'abord on vote sur les textes d'orientation, ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, on vote sur les personnes. Et enfin, le vendredi, du vendredi 27 au dimanche 29 janvier, il y aura le congrès du Parti socialiste à Marseille. Et après, dans le courant du mois de février, en fonction des choix des fédérations, le renouvellement du premier secrétaire fédéral et des secrétaires de section. Voilà le calendrier global. Voilà qui vient clore la présentation que je voulais faire. Je ne me suis pas présenté parce que je suis parti bien en tête. Moi, je m'appelle Thomas Chevandier. Je suis responsable de l'Académie socialiste aux côtés de Colombe Brossel. Dans le parti, je suis secrétaire de section, co-secrétaire de section du 20e arrondissement. Et par ailleurs, je suis élu au Conseil de Paris.